Hola a todos. Et bienvenue dans cette petite vidéo de 10 films pour Halloween. Dans les 10 films dont je vais parler aujourd'hui, il n'y aura pas forcément des grands classiques de l'horreur, mais en tout cas des films qui, moi, m'ont marqué. Libre à vous de choisir dans cette petite sélection, et on commence tout de suite. Numéro 10. 30 jours de nuit, David Slade. Rendez-vous sous les cocotiers, le sable fin, la chaleur tropicale de Barrow, en Alaska. C'est une journée de merde qui commence pour le shérif de la ville, interprété par Josh Hartnett et Ben Holorow. Des petits délits sont commis tout au travers de la ville, juste avant une nuit qui va durer un mois. Oh bah ça alors, comme le titre du film, dis donc. Sacrée coïncidence. Rapidement, les habitants de Barrow vont devoir à gérer une attaque d'un gang littéralement sorti de nulle part. Et petit détail qui prouve que la journée va vraiment être merdique, le gang en question, ce sont des vampires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 30 jours de nuit est l'adaptation d'une BD, 30 jours de nuit, de Steve Niles et Ben Templesmith. Et la photographie du film fait plutôt honneur à cette BD. Il y a pas mal de séquences où on a vraiment l'impression de se retrouver dans des cases. Le réalisateur David Slade est connu pour avoir réalisé notamment Hard Candy, mais également le troisième film de la série Twilight. Si jamais vous vous êtes vomi au fond de la bouche, moi aussi. Alors pourquoi sélectionner 30 jours de nuit? Tout simplement pour son pitch qui est plutôt simple, mais aussi très très efficace. Le fait de se retrouver dans une ville tellement au nord du monde que les nuits là-bas durent un mois et se retrouver dans le même temps sous une attaque de zombies, j'avais trouvé l'idée assez simple, mais brillante. Parce que du coup, c'est pas seulement un film de vampires, ça devient aussi un film de survie. Vous rajoutez à ça des personnages plutôt charismatiques, qui sont badass sans trop l'être, sans tomber dans le cliché Jack Baueresque, et on a un film qui passe très bien, et qui est plutôt de bonne aloi pour Halloween. Numéro 9, 31 de Rob Zombie. Alors, Rob Zombie avait réalisé un remake du Halloween de Carpenter. J'aurais pu parler de ce film, mais j'ai envie de me garder Carpenter pour plus tard, et carrément de laisser de côté la saga de films Halloween. Ça fait peut-être un petit peu too much pour Halloween même. Sans compter qu'un nouveau film sort en ce moment au cinéma, et j'ai franchement pas hâte d'aller le voir. J'aurais également pu parler de La Maison des Mille Morts ou de Devil's Rejects, de Rob Zombie également, mais j'ai préféré me concentrer sur 31, qui est moins prise de tête, si c'est possible avec les films de zombies, et beaucoup plus in your face. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de la filmographie de Zombie, c'est qu'elle est de type Grindhouse. C'est-à-dire des films qui sont plutôt dégueux, et pas forcément avec un budget énorme. Mais il y a quand même quelques saillies dans ce film qui vont vous faire délirer rien qu'à les voir. Le truc, c'est qu'on va déjà rajouter à la sauce de Rob Zombie, qui est déjà un cinéma qui est plutôt d'un goût douteux, plusieurs éléments qui sont carrément what the fuck. On aura pêle-mêle un nain nazi psychopathe, des clowns à tronçonneuse, Sherry Moon Zombie, Malcolm McDowell avec une putain de perruque Louis XIV piquée à un clip de Mylène Farmer, Sherry Moon Zombie, des hectolitres de sang, des dialogues vulgaires à en faire rougir Bigard, et il y aura aussi Sherry Moon Zombie dans le film. Je sais pas si je l'ai dit. Le fait est que le film est un gros délire décomplexé qui envoie une bande de forains dans un jeu de survie organisé par de riches notaires, pour leur amusement personnel bien entendu. Le fait est que le film est tellement too much et borderline qu'il en devient quasiment parodique. Et je me demande jusqu'à quel point est-ce que c'était pas le but de Rob Zombie, faire un film parodique, de lui-même. Donc vous l'aurez compris au vu des images, 31 c'est franchement pas un film pour toute la famille. Si vous voulez le voir, attendez que les gosses soient chez les grands-parents. S'il vous plaît. Numéro 8, Conjuring 2 de James Wan. Pour ceux qui ne connaissent pas James Wan, vous n'êtes pas allé voir un film d'horreur ces quelques dernières années. James Wan est ce qu'on pourrait appeler un surdoué du genre de l'horreur. Il a réalisé notamment Insidious 1 et 2 et The Conjuring 1 et 2, avec des résultats à chaque fois marquants.
Il propose à chaque fois de nouvelles façons de surprendre son auditoire sans jamais transformer ses films en champ de mine à jumpscare cheap. Alors par exemple, le film qui est actuellement en salle appelé La Nonne fait partie de la timeline des films The Conjuring, mais beaucoup moins bon, du coup. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas réalisé par James Wan? Je n'en sais rien, je n'imagine pas que James Wan soit le seul réalisateur de films d'horreur un tant soit peu inspiré, mais La Nonne est... En fait, il est très basique, très mainstream. C'est un film d'horreur qui fait passablement peur. Peut-être même pas peur pour les habitués. Nous suivons donc Ed et Lorraine Warren, un couple de démonologues américains, les seuls à être reconnus par l'Église, dans une nouvelle affaire de possession en Angleterre. Alors, pourquoi est-ce que je conseille davantage Conjuring 2 que Conjuring 1 ? J'ai adoré Conjuring 1, c'est pas le problème. Mais j'ai trouvé Conjuring 2 plus percutant, plus tranchant, mieux fait, peut-être avec plus de moyens, même si certaines choses ont un peu de mal à passer. Certains effets spéciaux font encore un peu cheap. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, peut-être que James Wan n'aime pas travailler avec les effets spéciaux par ordinateur. Quoi qu'il en soit, ça n'entachera en rien le visionnage du film, qui est excellent. Numéro 7. House of the Devil de Ty Walker. Ne vous fiez pas au look résolument années 70 que vous voyez à l'écran. Le film est sorti en 2009. Samantha est une jeune étudiante qui aimerait changer d'appartement, puisque celle qu'elle partage est très souvent the place to be pour les soirées folles de sa coloc. Elle a besoin d'une somme assez rapidement pour un nouvel appartement, qu'elle n'a bien entendu pas. Parce qu'il faut mettre un but dans le film, sinon ça avance pas. Ainsi, elle accepte une offre de babysitting qui l'emmènera dans une maison mystérieuse et menaçante, à l'image de ses propriétaires. Alors je sais, vous êtes absolument subjugués par l'originalité du pitch. House of the Devil se veut davantage être un hommage au cinéma de genre des années 80, des fringues jusqu'au format de pellicule choisi. Je pensais pas un jour dire ça dans une de mes vidéos, comme ça. Pour ceux qui suivent par exemple le cinéma de Durandal sait faire la différence entre du 2.35.1, du 1.35, j'en sais rien du tout, parce que j'y connais rien. Mais je vous dis quand même ça pour vous dire à quel point le réalisateur a été jusqu'au boutiste dans sa vision du projet. Tout le film a été filmé en 16 mm. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Apparemment, c'était les caméras d'époque. Le travail d'atmosphère dans le film est un vrai régal. Les plans sont rendus très lentement, parfois même des plans fixes, avec notre personnage qui va quitter l'écran jusqu'à ce qu'on se demande si elle va même revenir. On a vraiment l'impression que Ty Walker a voulu faire un film des années 80 en 2009. Alors certes, le scénario n'est pas vraiment un scénario original, mais le film a ce mérite d'installer une atmosphère vraiment pesante. Pesante, et par moments même un peu dégueu. Numéro 6. Bone Tomahawk de S. Craig Zahler. Un western. Ouais, un western, mais un western qui flirte avec le fantastique, et même le fantastique horrifique. Un western type horrifique. Dans la petite ville de Bright Hope, la femme médecin se fait enlever par une bande d'étranges troglodytes, particulièrement violents et sauvages. De là va commencer une croisade pour récupérer la femme médecin, embarquant le shérif de Bright Hope, son adjoint, un porte-flingue fortuné et le mari de l'enlever. Alors ce qui fait l'effet du film, c'est que quasiment tout le film est traité de manière hyper réaliste. Que ce soit les habitants de Bright Hope, que ce soit les villes dans lesquelles ils vivent, que ce soit par exemple les personnages un peu crasseux, pouilleux, etc. On est dans un traitement réaliste de la vie du Far West, fin du 19e siècle, j'imagine. Tous les passages que l'on pourrait considérer de la vie normale sont traités de manière réaliste. Même les combats de duel au pistolet par exemple, sont traités de manière réaliste. Il n'y aura pas de grands mouvements de caméra. La plupart du temps, on a même droit à des plans fixes pour ce qui est de ce genre de scène. Et du coup, l'effet n'en est que renforcé. On se demande même pourquoi ça n'a pas été fait avant, tellement c'est marquant. Le film s'est offert le luxe de l'économie d'une bande originale. Il n'y aura pas de musique. Ce qui fait que certaines scènes de tension ou certaines scènes d'attaque nous prennent avec encore plus de surprise, à l'image de celle-ci.
C'est direct, c'est in your face, et c'est d'autant plus surprenant qu'aucune musique légèrement tendue ne nous laissait de présager une telle attaque. Deuxième chose, à partir du moment où les troglodytes, les sauvages, apparaissent, à ce moment-là, on commence à rentrer un peu dans le fantastique, puisque ces personnages ne sont pas véritablement réalistes, que ça soit dans leur façon d'être, ou que ça soit dans la façon dont ils communiquent. Bone Tomahawk est un film qui est plutôt efficace. Par contre, comme pour tout à l'heure, un film à ne pas mettre entre tous les yeux. Parce que quelques scènes sont vraiment borderline et vraiment très violentes. Donc encore une fois, si les enfants sont chez les grands-parents, pas de problème. Si jamais les enfants sont sur le canapé avec vous, abstenez-vous. Vraiment. Numéro 5. Prince des Ténèbres de John Carpenter. Voilà pourquoi je me gardais John Carpenter de côté. Pour ce film, Prince des Ténèbres. Alors certaines personnes me diront, pourquoi tu parles pas de Halloween? Après tout, Prince des Ténèbres est sorti en 87, Halloween est sorti en 78. Parce que, quand j'ai vu Halloween pour la première fois, je devais déjà avoir 16 ou 17 ans, et le film ne m'a pas vraiment fait peur. Parce qu'à cet âge-là, j'avais déjà vu d'autres slashers plus modernes, mieux faits, qui m'avaient peut-être plus impressionné. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas de Prince des Ténèbres. Prince des Ténèbres, je l'ai vu la première fois, je devais avoir 12 ou 13 ans, et le film m'a énormément marqué par son ambiance, par ses personnages, et surtout par quelques prothèses vraiment dégueu. Alors je sais, le Fossoyeur de film a fait une entière vidéo sur Prince des Ténèbres, je sais, c'est pour ça que je n'irai pas beaucoup plus avant dans le film, mais ce film m'a marqué, j'étais très jeune la première fois que je l'ai vu, ne me jugez pas. Au moment où un événement stellaire concentre l'attention des scientifiques, un moine de la confrérie du sommeil meurt dans son sommeil. Une clé est alors remise au prêtre, qui ira voir de quoi il retourne dans une crypte qui contient un container rempli d'un liquide vert tourbillonnant. Une petite équipe d'étudiants sera invitée à se rendre sur les lieux pour étudier et comprendre l'artefact qui commence rapidement à se faire ressentir de façon psychologique. Et bien évidemment, c'est là que tout va partir en couille. Prince des Ténèbres fait partie de la trilogie de l'Apocalypse, une série de 3 films que Carpenter avait sortis et qui sont, pour la plupart d'entre eux, très inspirés de la littérature de Lovecraft. Le premier était The Thing, le deuxième Prince des Ténèbres et le troisième L'Antre de la Folie. Pourquoi est-ce que je parle de Prince des Ténèbres plus que de The Thing ou de l'Antre de la Folie? C'est parce que j'ai découvert Prince des Ténèbres en premier et qu'il m'avait beaucoup marqué. Je n'ai vu The Thing et l'Antre de la Folie que bien des années plus tard. Les films sont toujours très cool parce que personnellement je suis aussi très fan de Lovecraft, mais m'ont moins marqué parce que peut-être que l'effet de surprise était déjà passé. Après, il ne faut pas oublier que Carpenter est un maître de l'horreur. Ces films sont quasiment tous devenus des classiques avec le temps, qu'ils soient du genre de l'horreur ou d'un autre genre. Mais si je dois vous en conseiller un, ce sera celui-ci, Prince des Ténèbres. Numéro 4, Rec, de Jaume Balagueró et Paco Plaza. Un film fan footage. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fan footage, ce sont des films de type Projet Blair Witch ou Paranormal Activity. C'est-à-dire des films qui sont basés sur une bande qui aurait été trouvée et montée par la suite. Alors, le genre de fan footage a fait fureur pendant un certain temps, tout simplement parce que ces films ne coûtent pas très cher et peuvent en rapporter un max. C'est-à-dire que les producteurs peuvent parier sur un film de ce style sans véritablement parier leur chemise. Un exemple, Paranormal Activity qui a coûté 15 000 $, 15 000 $ qui est un pourboire pour un producteur de cinéma américain, en a rapporté 200 millions. C'est vous dire un peu le choc. Pour 15 000 $ investis, vous en récupérez 200 millions. Donc fatalement, après un tel retour sur investissement, Paranormal Activity a connu un paquet de suites, allant du très bon Paranormal Activity 3 au très mauvais Paranormal Activity 5, alors celui-là est nul. Il y a également tout un tas d'autres réalisateurs qui se sont essayés au genre, allant du plutôt médiocre au franchement pas mal. Alors il est généralement admis que le premier film en fan footage est Cannibal Holocaust,
qu'il faut avoir vu au moins une fois pour être sûr de plus jamais le revoir. Ce film est à gerber. Mais le film dont je vais vous parler aujourd'hui n'est ni Paranormal Activity, ni le projet Blair Witch, il s'agit de REC. REC va nous proposer de suivre Angela Vidal et son caméraman Manu en train de suivre les pompiers de Barcelone dans leur mission nocturne. Après un appel d'urgence, ils doivent venir en aide à une vieille dame dans un état de démence inquiétant. Vous l'aurez compris, de là, tout part en couille. Un petit conseil, bien évidemment, avant de commencer le visionnage d'un tel film, si jamais vous avez le mal de mer, ne le regardez pas, parce que vous allez vous sentir malade. Le film est à ce niveau-là très nerveux, évidemment, c'est un film found footage, mais il est particulièrement efficace. En fait, l'efficacité justement de ce genre de film tient au fait que les réalisateurs ne donnaient pas l'entièreté du script à leurs acteurs, ce qui fait qu'ils pouvaient être surpris par certaines décisions. Et personnellement, je trouve ça génial. Une certaine scène que j'ai trouvée absolument géniale, où un personnage fait une chute malencontreuse, n'était attendue de personne. Et évidemment, c'est panique à bord chez tout le monde. Maintenant, si je vous dis que le film en question, REC, a inspiré le jeu Outlast, ça devrait vous donner une idée approximative de l'état de terreur dans lequel devaient se trouver les développeurs. Parce que Outlast, on s'en suis jamais remis. Étant donné que REC a eu un franc succès, 3 autres films sont venus compléter la donne. REC 2, sorti 2 ans plus tard, les événements de REC 2 se déroulant pendant les événements de REC 1, les deux histoires s'entrecoupent plutôt bien et la présence des caméras ne fait pas forcer, donc du coup le résultat est plutôt bon. Ça sera moins le cas pour REC 3, qui prend une direction assez inattendue, puisque l'introduction du film, c'est-à-dire le moment où le film commence et le moment où le titre apparaît, dure 20 minutes, pour ensuite délaisser complètement le côté found footage. On retombe sur du cinéma d'horreur classique. Et REC 4, sorti en dernier, qui a complètement laissé tomber le côté found footage, uniquement sur du cinéma d'horreur classique qui est franchement pas terrible. On va aussi rajouter cette anecdote. REC a connu un remake américain qui s'appelle En quarantaine. Si jamais vous avez l'occasion de voir ce film, ou si jamais un de vos proches vous offre ce film, sachez que ce proche ne vous aime pas. En quarantaine, c'est une espèce d'énorme machine à diviser par 10. Le pitch de départ est très bon. Le remake a été fait quasiment plan par plan. Ils sont parvenus à faire un film de merde. C'est miraculeux. C'est incroyable. Et pourtant c'est vrai. Numéro 3. Mr Babadook. Alors celui-ci, il est possible que vous en ayez entendu parler, surtout vis-à-vis du design du méchant. Mr Babadook. Amelia et son fils Samuel ont une vie un peu à part. Samuel est né le jour de la mort de son père. En effet, le jour où Amelia devait accoucher de son fils, le couple a eu un accident de voiture qui a malheureusement tué le père. Ce qui laisse donc une atmosphère plutôt poisseuse et oppressante dès les premières minutes. Je vais vous montrer une séquence qui ne doit pas durer plus de 20 secondes, qui installe sans un mot la situation. Les questions qu'on se pose trouveront une réponse plus tard, mais cette seule séquence, alors que le film commence à peine, nous pose toutes les conditions du film, toutes les positions des personnages, en 20 secondes. Regardez. Voilà. C'est avec ce genre de situation que le film va jouer. Les peurs d'enfants. Et en ça, le film va être d'un malsain consommé. C'est-à-dire qu'on va véritablement jouer sur toutes les trouilles qui ont pu nous saisir, nous, en étant enfants. La peur du noir, la peur des autres, mais aussi, la plus terrifiante de toutes, la peur de ne pas être aimé de ses parents. Et en ça, le film fait un boulot très efficace. Le jeu des lumières est génial, l'ambiance dans la maison est archi oppressante, le personnage de la mère qu'on imagine complètement dépassé par les événements, qui a l'air crevé mais qui peut pas dormir à côté de son fils, tous ces moments-là font que Mr Babadook est un film absolument génial qu'il faut avoir vu pour peu qu'on aime le genre. Numéro 2, Ju-On The Grudge. Je crois que
pour tous ceux qui ont vu à un moment donné des films d'horreur, ce son-là, très précis, devrait vous rappeler des souvenirs. Nous sommes dans la malédiction de The Grudge, mais attention, nous sommes là dans sa version nippone. Même si le réalisateur est le même entre Ju-On the Grudge et The Grudge, qu'on a pu voir nous, avec Sarah Michelle Gellar, le réalisateur est le même. Chose intéressante, le réalisateur, Takeshi Shimizu, a également réalisé le remake japonais et le remake américain. Le gars est jusqu'au boutiste. Le fait est que le film se divise en plusieurs histoires, pour suivre plusieurs personnages à la fois. Et c'est un peu dur de résumer le truc sans spoiler l'histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Du coup, je vais plutôt vous conseiller de voir le film, plutôt que de vous en parler. C'est pas de la fainéantise, c'est juste que j'ai pas envie de vous spoiler le film. Ju-On the Grudge est un classique du cinéma d'horreur nippon, au même titre que par exemple The Eye. C'est un film, je pense, qu'il faut avoir vu pour se mettre un petit peu aussi dans le bain du cinéma d'horreur asiatique et, à plus forte raison, japonais. Ça marche très bien, c'est terrifiant, et vous ne regarderez plus jamais votre lit de la même manière. Numéro 1. L'échelle de Jacob. Alors là, on touche au splendide. L'échelle de Jacob n'est pas véritablement un film d'horreur, c'est un film fantastico-horrifique. Le but du jeu n'est pas forcément de vous faire peur, c'est un film intéressant, intelligent et avec plusieurs degrés de lecture. Alors je sais, ça n'est pas forcément Halloween qu'on préfère passer à se mater des films d'horreur qu'on ne regarde pas, qu'on met plutôt pour le fond sonore, mais je tenais quand même à parler de l'échelle de Jacob. Et oui, je sais, le fossoyeur de film a fait une vidéo entière sur l'échelle de Jacob, merde. Nous suivons donc le personnage de Jacob Singer, employé des postes new-yorkaises, et qui est assailli quotidiennement par des hallucinations horribles. Horrible! Jacob est victime de flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils et de son service au Vietnam. Et le film va graduellement empirer pour Jacob Singer. Tout le film est en fait une espèce de chute vers la folie, où les hallucinations se font de plus en plus présentes et de plus en plus oppressantes. Cette scène, à elle seule, résume plutôt bien le film, où l'on voit Jacob harnaché sur une civière et qui avance dans des couloirs d'hôpital, donc des couloirs qui sont plutôt blancs immaculés, et qui vont aller progressivement vers le... Regardez. L'échelle de Jacob est un film qui a été un peu oublié par certains, ce qui est vraiment dommage. Mais également, c'est un film improbable. Improbable du fait de son réalisateur, Adrian Lyne. Adrian Lyne n'était pas connu pour son travail sur les films de ce genre. Adrian Lyne avait réalisé des films comme 9 semaines et demie ou Flashdance. Rien à voir avec un film dans l'ambiance de l'échelle de Jacob. Donc, forcément, quand vous avez un personnage qui vous pond un tel film, alors qu'il n'a jamais travaillé sur ce genre-là, on dit respect, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est un coup d'essai et un coup de maître. L'échelle de Jacob est un film poignant et terrifiant qu'il faut avoir vu au moins une fois. Donc vous n'êtes pas obligé de vous mettre ce film pour Halloween, mais si vous avez envie de vous faire peur et de réfléchir un chouïa au passage, ce qui ne peut pas faire de mal, l'échelle de Jacob est faite pour vous. Et un petit passage pour les copains gamers, sachez que la série de jeux Silent Hill est inspirée de l'échelle de Jacob. Et voilà, cela vous fait 10 films pour Halloween, j'espère que vous apprécierez, et entre-temps,